Merci beaucoup. Vous avez rajouté à ma liste des choses à faire, c'est des cauchemars, notamment les cauchemars liés aux cyberattaques sur des centrales nucléaires ou l'incident de Bhopal sur d'autres sites Céveso sensibles, donc type Céveso 1 ou 2. J'aimerais maintenant inclure le public dans une session questions-réponses sur ces thèmes fort impotents. Si vous avez des questions, levez la main s'il vous plaît, veuillez vous présenter. J'ai deux questions. D'abord, pour Monsieur Narayaman, le fait que vous prévoyez et parlez d'une attaque Internet sur des centrales nucléaires, comment nous protéger? C'est ça la question. Est-ce qu'on peut avoir un contrôle dégradé? Si vous le déconnectez du réseau Internet, vous ne pouvez pas impossible de l'attaquer via Internet. La manière de laquelle ça a été géré dans le passé, c'est peut-être ça la solution. Comme ça, il ne peut jamais y avoir des activités via Internet. Je ne sais pas si c'est possible. Vous, Monsieur Fedotov, le fait que nous n'avons pas réussi à combattre avec succès le trafic de drogue, même si de temps en temps on attrape quelques quantités de drogue, quelques responsables, le fait est qu'on n'a pas réussi et qu'on a perdu le combat. Et quelle est la possibilité de rendre les drogues légales et les fournir à un faible prix? Parce que si ça devient une cigarette, eh bien, allez-y, achetez, au lieu d'acheter un paquet de cigarettes, achetez un paquet de cocaïne ou une dose de cocaïne. Mais on enlève le bénéfice. Ça devient très bon marché, ça deviendrait contrôlé et ça enlève tout l'argent que ça implique. Parce que c'est l'écart énorme entre la production du produit de base et le prix de vente auprès de l'utilisateur. C'est ça qui nous pose le problème. C'est cette marge incroyable. Et si on enlève cette marge, ça va réduire le crime, parce que tout d'un coup, il n'y a plus de criminalité pour des gens, pour les drogués qui veulent se procurer de la drogue, qui ont besoin d'argent. Est-ce que c'est un point de discussion? Qui êtes-vous? Je suis membre du Parlement israélien. Fedotov, peut-être? Ça, c'est ma question favorite. Donc, merci beaucoup de me l'avoir posée. Tout d'abord, en tant que directeur exécutif de l'Office des Nations Unies des drogues et du crime, je dois me plier aux vœux des pays membres. Il y a 3 conventions internationales et nous sommes le secrétariat qui gère les 3 conventions. Si les membres décident de modifier ces conventions, mais ils ne le veulent pas, alors c'est une toute autre histoire. Maintenant, nous avons une situation qui fait que on parle notamment d'une légalisation des feuilles de coca et de la consommation des feuilles de coca. Et il y a un grand débat international et beaucoup d'efforts diplomatiques autour de ce thème. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Ça, c'est la partie juridique. Malheureusement, monsieur, les drogues, ce n'est pas des cigarettes. Même si on suggère que cela serait possible, on va toujours vers les drogues les plus dures, vers l'héroïne, etc., et les drogues synthétiques. Deuxièmement, on peut espérer tuer le crime, mais nous allons également tuer un grand nombre de personnes. 100 000 personnes actuellement meurent
chaque année de la production d'opium. C'est beaucoup plus que les pertes des forces internationales en Afghanistan en 10 ans. 100 000? Si c'est ça la logique, on les laisse tous mourir? Oui, on peut l'appliquer. Mais ce n'est pas peut-être une logique humaine. Donc, troisièmement, de nos jours, la criminalité est tellement liée intrinsèquement avec différents trafics qu'il continuera de toute manière. Donc, si la communauté internationale ne change pas d'avis, alors la position de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ne changera pas. Et je peux vous dire que nous continuerons à nous battre contre la criminalité et les drogues. Ça nous permet de bien comprendre, mais j'aimerais pousser un peu cette logique sur la légalisation. Il y a un soutien fort en ce qui concerne le marijuana, notamment aux États-Unis, avec les mêmes arguments d'ailleurs. Et bien entendu, je comprends que vous devez suivre les bases juridiques de votre organisation, mais est-ce que ça, ce serait une logique? Un autre exemple, en Afghanistan. La production de cannabis et d'hachis, c'est plus fort, mais c'est un produit de cannabis. Le trafic est fait par les mêmes groupes criminels que ceux qui font le trafic de l'opium et de l'héroïne. Et, comme je l'ai déjà dit, c'est très difficile pour arrêter. Nous prenons les statistiques sur la base des statistiques dont nous disposons, en essayant d'analyser la situation dans un grand nombre de pays et de régions. Et ça se voit, et vous pouvez le lire dans le dernier rapport mondial sur les drogues. Maintenant, les gens sont en train de faire des mélanges entre différents types de drogues et ils montent en consommation en matière d'impact de la drogue. Donc, ils commencent avec les drogues douces pour aller vers les drogues dures jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc, la légalisation est un thème extrêmement complexe avec des points liés aux droits de l'homme et bien sûr de la santé. On protège le droit des êtres humains à la santé. C'est un argument qu'il ne faut pas oublier. Le fait, je ne suis pas sûr, vous dites qu'on a échoué. J'en suis pas sûr. Nous avons quelques succès, pas des succès mondiaux, mais locaux. Mais nous devons continuer à œuvrer pour réduire la demande en drogue. Ça, c'est clair, ça, c'est évident. Si j'ai bien compris votre question, est-ce que vous avez dit abandonner les ordinateurs pour la gestion d'un réacteur? Ça, on n'y a jamais réfléchi. Dans un réacteur, ils ne sont pas liés au monde extérieur. D'accord? Mais une perspective de sécurité. Je crois que le danger principal, c'est de l'intérieur du système. Je ne pense pas que de l'extérieur, on puisse entrer dans le système. Il y a deux groupes qui connaissent et qui savent produire une arme nucléaire brute à condition d'avoir
les matières premières. Donc, vous avez besoin notamment d'avoir de la logistique, vous avez besoin également d'avoir des connaissances techniques. Il y a différents niveaux de sécurité, mais c'est toujours quelqu'un de l'intérieur du système qui fournit les informations. Et c'est ça le scénario de cauchemar, ou cauchemardesque. Ensuite, nous avons un certain nombre d'ordinateurs qui travaillent en parallèle toujours, avec des systèmes de secours, notamment, aussi. Encore une fois, la meilleure méthode, de notre point de vue, c'est si vous pouvez réduire le nombre de liquides de refroidissement, la quantité ou le liquide de refroidissement, alors la température monte, etc. etc. Quelqu'un qui sait comment ça fonctionne peut insérer un virus quelconque dans le système et l'injecter. Donc, on dépend toujours de qui sont les employés. Ce n'est pas toujours des terroristes. C'est des questions souvent idéologiques. Un grand nombre de personnes travaillent dans ces atmosphères et dans ces environnements rares où l'équilibre et Madame Robinson est ici. Je vais utiliser une langue qui est contre la dignité humaine, mais vous êtes dans une atmosphère très restreinte. C'est des gens extrêmement brillants, mais qui travaillent un peu dans le vide. Et de petites choses peuvent tout de suite causer un incident. Et nous pensons que dans ces institutions, il faut suivre l'attitude des personnes.